Bonjour à tous. Alors regardez bien derrière moi, cet arbre, c'est un noyer. Vous voyez qu'il n'y a plus de feuilles, plus beaucoup de feuilles. En tout cas, il n'y a plus de noix. Parce que oui, nous sommes à la fin octobre. Et regardez le temps extraordinaire qu'on a. Évidemment, on n'a pas pu résister et prendre la voiture pour découvrir de nouveaux endroits. Et aujourd'hui, nous sommes au sud du département de l'Aveyron, aux abords du plateau du Larzac, pour suivre le circuit qui s'appelle le circuit des Templiers hospitaliers du Larzac. Il y a 5 étapes, certaines sont très connues comme la Couvertoirade ou Sainte-Eulalie du Cernon, d'autres le sont un peu moins parce qu'elles sont un peu excentrées, et c'est le cas du fort de Saint-Jean-d'Alcas, un fort cistercien que nous allons maintenant explorer. En fait, je vous parle d'un fort cistercien, alors que nous suivons un circuit qui se consacre aux chevaliers du Temple et aux chevaliers hospitaliers. Il y a un petit problème là. Mais en fait, oui, le problème c'est qu'ici à Saint-Jean-d'Alcas, nous n'avons pas affaire aux Templiers ou aux hospitaliers, qui ne sont pas venus ici particulièrement. Mais en tout cas, l'architecture de ce fort est la même que celle qu'on va trouver dans les villages que je vous ai cités, à Sainte-Eulalie du Cernon par exemple. Et on peut en déduire que c'est ce même Déodat d'Alos, ce même entrepreneur qui a réalisé toutes ces fortifications. C'est donc par le biais de cette architecture militaire que Saint-Jean-d'Alcas fait partie de ce circuit. Mais d'abord la question, c'est pourquoi un fort à cet endroit si sa présence n'est pas liée à l'histoire des Templiers puis celle des Hospitaliers. Bien, pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps jusqu'au XIIe siècle. À ce moment-là, pas de fort ici, mais un simple hameau qui s'appelle le Mas d'Olcas, avec un O. D'ailleurs, signalons que le mot Olcas vient du celtique, ce qui veut dire un endroit arable. Et on a ainsi la preuve qu'il y avait certainement un établissement humain bien avant le Moyen-Âge. Alors ce qui se passe, c'est que vers 1170, le hameau du Mas d'Olcas et les terres environnantes vont être offertes, vont être données aux religieuses cisterciennes de la proche abbaye de Noninck. Et donc l'abbesse de Noninck va devenir le seigneur de Saint-Jean-d'Olcas. Elle aura donc droit de justice, elle va percevoir les redevances comme tout autre seigneur. Alors bien, tout va bien se passer jusqu'à 1321, quand on va proclamer ce qu'on appelle un contrat de paréage, c'est-à-dire qu'on va diviser, on va partager les revenus de tous les biens de l'abbaye entre l'abbesse et le roi de France. Ça se faisait très couramment. Alors évidemment, on peut dire c'est une véritable raquette de la part du roi, mais pas tellement, puisque les deux parties vont en profiter. L'abbesse ainsi va pouvoir s'appuyer pour sa protection sur le roi de France, et le roi de France, lui, va pouvoir consolider son influence dans la région, qui après tout n'était véritablement sous son pouvoir que depuis quelques décennies. Alors toujours pas de fort en 1321, en fait il faut attendre le début de la guerre de 100 ans, avec les pillages commis par les troupes qui circulent dans la région, pour qu'on pense d'abord et simplement à fortifier l'église en surélevant les murs de la nef, de façon à bâtir au-dessus des voûtes ce qu'on appelle une chambre de défense, un refuge où les habitants des environs pouvaient se rassembler et attendre que la situation s'améliore. Donc toujours pas de fort. Ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, à la fin de la guerre de 100 ans, vers 1439, il y a une recrudescence des pillages, des attaques, et à ce moment-là, l'abbesse de Noninck va donner
la permission de construire cette fois-ci un véritable fort qui pourra accueillir non seulement les habitants, mais également leurs troupeaux en cas de coup dur. Et ce fort va être achevé, tel qu'on va le découvrir maintenant, en 1445. En ce qui concerne l'architecture civile, on va avoir affaire à un plan un peu particulier. D'abord, tout le long des remparts, à l'intérieur, adossés à ces remparts, on va trouver divers bâtiments. Et devant ces bâtiments, une rue qui va donc être rectangulaire. À l'intérieur de cette rue, il y avait un îlot d'habitation qui avait été divisé en 14 parcelles. 14 parcelles, chacune à peu près égale, d'environ 50 mètres carrés de superficie. Les maisons qui s'y trouvaient étaient à peu près semblables. Le rez-de-chaussée était voûté, et transformable ou transformé en bergerie, et le premier étage était réservé à l'habitat. À part certaines parcelles qui n'étaient pas bâties, où l'on trouvait un four, et une autre parcelle où se trouvait une citerne. Alors ici, évidemment, l'eau était très importante, elle est rare, donc en fait il y avait plusieurs citernes, les autres se trouvant sous les tours du fort. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'après la construction du fort, eh bien, tout appartient à l'abbesse, et c'est elle qui va décider de la fonction de chacun des bâtiments. Ainsi, en regardant vers l'extérieur, vers la porte principale, eh bien, on découvre à droite cette maison qui autrefois était la salle de madame, c'est ainsi qu'on l'appelait, autrement dit la salle de garde, qui se prolongeait dans la tour de l'angle nord-est. Et alors après, si on regarde de l'autre côté, à gauche de la porte, eh bien, on a ce petit bâtiment moderne qui est un ancien presbytère, un presbytère qui cache la porte d'un escalier à spirale qui se trouvait dans une tourelle dont on aperçoit le sommet en haut du mur. Et cet escalier permettait d'accéder au chemin de ronde qui courait sur tout le périmètre du rempart. En ce qui concerne les fortifications de Saint-Jean-d'Alcas, eh bien on en retrouve encore en place tous les éléments, mais on peut commencer par parler des murs eux-mêmes, qui mesurent à peu près 1,35 m de largeur. C'est une épaisseur moyenne, mais par contre, la pierre utilisée était un excellent calcaire, très dur, qui provenait d'une carrière toute proche. Tous les murs sont bâtis dans ce matériau, sauf l'extérieur de la porte, les claveaux de la porte d'entrée principale, qui était en grès, un grès qui provenait également d'une carrière toute proche. Alors évidemment, les 4 tours qui se trouvent aux angles de ce quadrilatère, le fort mesure à peu près 65 mètres sur 40, et bien donc à chaque angle, il existait une tour qui évidemment était percée d'archères ou de postes de tir. La porte principale qui est devant nous, qu'on appelle le pourtal, était également évidemment défendue, d'abord par ce poste de tir qu'on aperçoit au-dessus, et puis aussi pour protéger le pourtal alors de l'extérieur, il y avait au-dessus du rempart un mâchicoulis où nous irons tout à l'heure. La porte elle-même, on peut voir toujours son système défensif. D'abord en place quelques gonds en fer qui sont d'origine, et puis on peut voir aussi un logement longitudinal dans le mur où pouvait venir coulisser une poutre qui bloquait les battants de la porte une fois qu'elle était fermée. Alors si on part vers la gauche, on retrouve l'église dans laquelle nous allons rentrer. Donc voici l'église de Saint-Jean-d'Alcas qui avait été inclus dans les fortifications du fort. Alors cette église, elle est d'origine romane, il n'en reste pratiquement rien, elle a subi
de nombreux remaniements, comme vous allez pouvoir le constater. Deux choses quand même intéressantes, c'est cette petite chapelle en saillie sur le mur de défense. Au-dessus, on aperçoit une autre chapelle. On rentrait sur le côté. Cette chapelle avait été complètement oubliée, d'ailleurs elle était murée. Elle a été retrouvée en 1976, quand on a fait quelques travaux. Aujourd'hui, on pense évidemment qu'elle était réservée à l'abbesse. Et puis aussi, vous remarquerez le chemin de croix. Alors pour les amateurs, non, je ne suis pas forcément, eh bien, il semblerait que ce chemin de croix soit le même que celui qu'on trouve dans l'église de Rennes-le-Château. Bon, c'est vraiment un pays de vent ici. Mais continuons. On a sur ma droite là cette belle maison qu'on appelle la salle de justice ou encore le logis de la dame, un bâtiment très important où justement l'abbesse pouvait recevoir qui elle voulait. Et on raconte que le rez-de-chaussée avait été transformé en prison. Alors si vous faites attention en regardant tout à fait en haut, vous allez apercevoir une pierre carrée un peu plus claire et qui représente le blason de Flors de Casillac, qui est celle qui a fait construire le fort de Saint-Jean-d'Alcas en 1445. Et on arrive au fond de la rue Nord. L'espace qui est devant nous était appelé la basse-cour de Madame. C'est là qu'on trouvait vraisemblablement une écurie avec les réserves de fourrage, les charrettes, etc. Et on va prendre maintenant le morceau de la rue qui est donc à l'ouest. Et on va s'attarder un petit peu sur cette grosse pierre qui dépasse dans le mur. Cette grosse pierre, on pourrait dire que c'est une sorte de collecteur qui servait à récupérer les eaux de pluie, hein, qui étaient amenées au-dessus de la pierre à l'aide de gouttières de bois. Et en fait, derrière ce collecteur, il y avait une des citernes du fort. Si on regarde là sur la droite, on a une vue sur la plus belle fenêtre du fort. Magnifique fenêtre à meneaux. Et cette maison s'appelait le grenier de la rente. C'est là que le curé et que l'abbesse eh bien, recevaient le produit de la dîme ou des redevances qui étaient payées en nature. Cette maison, là où est installé le restaurant, on l'appelle la maison de la manigance. La manigance, aujourd'hui on dirait plutôt la maison du complot, la maison de l'intrigue, parce que suivant la légende, c'est là que pendant les guerres de religion, deux chefs huguenots, deux seigneurs huguenots, auraient été assassinés sur l'ordre de l'abbesse. Alors on prétend que c'est par le poison. Autre chose intéressante, c'est cet espace non bâti. Il n'a jamais été bâti, c'est ce qu'on appelle le pâtu. C'était un espace donc laissé libre où l'on pouvait amener les bêtes qui étaient gardées dans les bergeries de façon à ce qu'elles prennent un petit peu l'air. Un autre espace non bâti, donc cette fois-ci du côté de l'îlot central. Il y avait là autrefois le four banal, un four qui a très tôt disparu à la Révolution et il n'existait déjà plus. Et puis alors en face, belle maison, l'architecture peut-être un peu plus soignée. En particulier, on voit cette tour qui contient un escalier en spirale. Et on dit que c'est le logis de l'abbesse, peut-être plus confortable que la salle de justice. Et là, ça y est, on arrive, on a fait le tour. On arrive donc dans le côté de rue qui est à l'est. Et cet endroit était occupé par le four
de la dame, le four de madame, et puis par les cuisines. Donc ce qu'on peut retirer de ce petit tour rapide, eh bien, c'est que la disposition des bâtiments était tout à fait fonctionnelle. Encore une fois, on est très loin de la supposée anarchie architecturale du Moyen-Âge. Alors avant de partir, on va monter sur le bout de rempart de façon à avoir une très belle vue sur les environs. Et nous voilà à l'intérieur de la maison dite la salle de justice. On est ici au 2e étage et peut-être s'agit-il du premier logis de l'abbesse de Noninck quand elle venait en visite au fort de Saint-Jean-d'Alcas. Donc cette salle comprend tous les éléments du confort de l'époque, autrement dit une très belle cheminée qui a été en partie reconstituée. On retrouve aussi toutes les fenêtres équipées de coups-sièges, autrement dit de bancs de pierre. Il y a également l'emplacement d'un évier et sur la gauche une latrine. Alors c'est dans ce bâtiment, et certainement ici, que l'abbesse, en tant que seigneur de Saint-Jean-d'Alcas, pouvait rendre la justice. C'était un droit qui lui était échu. Et puis enfin, on pourrait remarquer que, bien qu'il s'agisse d'une salle de justice, eh bien, tout le long du mur circulait un chemin de ronde qui passait d'un bâtiment à l'autre, qui permettait donc à une garnison de traverser tout le périmètre de défense très rapidement. Maintenant, on va grimper par cet escalier de bois sur le prochain niveau, et puis on va passer dans la salle de défense haute qui se trouve au-dessus de l'église. Bon, c'est pas trop large. On voit carrément que le passage a été gagné dans l'épaisseur du mur. Et en fait, j'ai oublié de vous parler de cette petite pièce. On se trouve ici dans le clocher, un clocher qui a été transformé en quelque sorte en donjon. Et déjà à l'époque, le seul moyen pour atteindre le dernier niveau, c'était d'emprunter un escalier ou une échelle de bois amovible. Et nous voilà donc dans la salle haute, la salle de refuge qui se trouve au-dessus des voûtes de l'église. Cette salle a été bien entendu restaurée, donc il vous faut oublier ces arcades maçonnées. Vous voyez que la superficie n'est pas gigantesque, à la fois c'est pas non plus très petit. Donc imaginez-vous les habitants regroupés ici. C'est le premier refuge construit pendant la guerre de Cent Ans en 1356. Alors si maintenant j'ouvre la petite porte, eh bien je rentre dans un réduit qui en fait correspond à l'étage supérieur d'une petite chapelle qui s'ouvre dans l'église. Cette chapelle, elle est en saillie, en avancée, hors les murs. Ce qui fait que, considérer qu'il y ait eu des ouvertures de tir dans ce réduit, eh bien il était facile de prendre l'ennemi en enfilade le long du mur de défense. Vraiment, il n'y a pas meilleur endroit pour finir la visite de ce fort de Saint-Jean-d'Alcas grâce à cette petite section de rempart, de chemin de ronde qui a été ouverte et depuis laquelle on a une vue absolument splendide sur les environs et en particulier sur les contreforts du plateau du Larzac
où nous nous rendrons bientôt pour découvrir un autre genre de fortification.